Donc on va commencer avec la première session, la fabrique du portrait, l'art du montage. Et on va commencer par une présentation de Guillaume Veillet, qui est ethnomusicologue, collecteur et journaliste, par son intervention qui s'intitule « Faire le portrait d'un chanteur traditionnel à l'heure d'Internet ». Et le temps qu'il s'installe, je lui laisse la parole. J'y suis pas encore à l'heure d'Internet. On commence avec un beau portrait de musicien. Bon, on se rend pas compte qu'il est musicien, là. Il est comme ça, tranquille, en t-shirt. Il était jeune à l'époque, il avait 86 ans seulement. Bon, de ce monsieur, on va parler un peu plus tard dans cette petite présentation qui va durer une demi-heure, c'est ça. Donc je vais aller jusqu'à 14h40, autant que je prépare aussi ma montre. Voilà, donc ce monsieur-là, vous le retrouvez sur la couverture de ce livre, sur la gauche, là, bon, un peu caricaturé, sous la plume, enfin plutôt le crayon et le pinceau de Robert Crumb. C'est un livre-disque qu'on avait consacré au répertoire d'un village de Savoie, au répertoire de chansons traditionnelles, on va revenir là-dessus, qui est un livre qui est paru il y a 3 ans maintenant, en 2014, dans la collection Patrimoine de l'association Terre d'Empreinte que je représente. Nous sommes basés à Annecy. Et nous avons sorti pour l'instant 5 volumes, et le 5e volume, il est là, et en fait, on le présente ce soir à Annecy. C'est pour ça que je ne pourrais pas rester jusqu'au bout, je suis désolé. Donc, je vous fais mon petit laïus, et après, désolé, je ne pourrais pas, d'autant que j'aurais bien voulu assister à la projection du film de Bernard Lorta et Jacobin, tant pis, je me trouverai une occasion de le voir à un autre moment. Alors, avant de parler de ce monsieur, que je vous présenterai un peu plus tard, avant de parler de la préparation, de la publication de cet ouvrage et comment on passe de la rencontre avec lui, avec ses amis, à la sortie d'un livre-disque, quelques petites remarques introductives pour vous me présenter, surtout présenter notre travail et présenter le terrain sur lequel on est actif actuellement avec Terre d'Empreinte. Alors, je viens de Savoie. Dans le temps, j'étais chercheur en sciences politiques. J'étais au labo CIDSP, aujourd'hui appelé Pacte à Grenoble, et je m'intéressais au militantisme. Donc, j'ai eu cette première vie-là. Donc, j'avais l'habitude de faire des colloques, etc. J'ai complètement perdu l'habitude. Je prends souvent la parole, mais pour des présentations dans un cadre non universitaire, plutôt pour présenter le résultat de nos collectes aux gens qu'on a pu rencontrer lors de nos recherches, plus localement, ou alors dans la presse, c'est un peu différent, mais le cadre universitaire un peu moins, donc c'est bien d'y revenir un petit peu, même si ma présentation va surtout être un témoignage, vraiment, c'est une façon aussi de lancer l'après-midi, donc c'est bien que je passe en premier, et pas seulement pour les raisons pratiques qu'il faut que j'aille à Neige de Soine ce soir, mais aussi parce que il y a un cas d'école, une collecte en ce début du XXIe siècle sur un répertoire que beaucoup croient impossible à collecter aujourd'hui, et une volonté de publier pour le faire connaître. Bon, alors après cette vie de chercheur en Sciences Po, j'ai laissé tomber ça pour être journaliste. Je me suis occupé de Trad Magazine, revue qui vient de déposer le bilan après quasiment 30 ans d'activité, mais qui a été pendant longtemps l'organe principal des musiques traditionnelles, en tout cas dans un côté grand public. Il y a aussi, pour un côté plus universitaire, les cahiers d'ethnomusicologie. Donc je me suis occupé de cette revue pendant quelques années. En parallèle, je fais plusieurs publications, notamment un coffret qui m'a permis de collaborer avec plusieurs d'entre vous au milieu des années 2000, qui était une anthologie des musiques traditionnelles de France, qui est un coffret de 10 CD qui est paru chez Frémaux et Associés, et qui m'a permis d'aller rencontrer beaucoup des collecteurs d'hier et d'aujourd'hui, et de mettre en valeur leur travail. L'idée étant de présenter un panorama des musiques traditionnelles avec le sens le plus large possible qu'on pouvait donner à ce terme-là, un panorama des musiques traditionnelles en France et dans les régions du domaine français. En ethnomusicologie, on a bien cerné un domaine français qui inclut aussi des régions comme la Wallonie, comme la Suisse romande, l'Amérique du Nord francophone, et pourquoi pas aussi ce qu'on appelle les dom-toms, creusets de plein de musiques, dont les musiques venues d'Europe. Voilà. Et à l'issue de mon passage à Tradmag, de la publication de l'anthologie, j'ai ressenti le besoin de revenir au pays, à savoir la Savoie, enfin plus précisément à la Haute-Savoie, mais c'est une division administrative,
Et donc pour moi, quand je parle de la Savoie, je parle des 2 départements, certes tout à fait dans le domaine français, mais qui n'ont été français qu'en 1860. Et pour mettre en valeur la richesse du terrain dans le domaine des musiques traditionnelles, parce que je me rendais compte qu'il y avait plein de choses. Moi, dès l'enfance, j'ai entendu des gens chanter. J'ai chanté aussi dans l'enfance avec des anciens, soit dans des cadres communautaires, familiaux, etc., soit dans le cadre déjà d'une sorte de revivalisme, enfin tout à fait en dehors d'un cadre folk, mais plutôt d'un revivalisme au sein des groupes patoisans, etc. Enfin bon, donc une enfance rurale savoyarde et déjà la conviction depuis longtemps qu'il y avait plein de choses intéressantes, mais qui n'étaient pas accessibles. Plein de copains savoyards. Musiciens qui jouaient, je sais pas, du blues, du rebetiko et autres musiques venues d'autres régions du monde me demandaient, mais alors, mais il y a des choses en Savoie, même les Savoyards eux-mêmes finalement ne connaissaient plus une richesse de terrain qui pourtant, et on va le voir, hein, n'était pas tout à fait oubliée, sortie des mémoires. Et alors qu'il y a des choses, il y a des choses très riches. Hein. Voilà, je me suis réinstallé en Haute-Savoie. Avec Terre d'Empreinte, on a commencé un travail à la fois de collecte. Hein, je n'irai pas jusqu'à dire une recherche ethnomusicologique, mais finalement, c'est un peu. Je ne sais pas où placer le curseur entre les deux. Hein. Les collecteurs, le collecteur n'est pas péjoratif. Moi, je préfère utiliser ce terme parce que je sais pas. Dans mes publications, j'ai avant tout envie de toucher un large public. Je n'ai pas envie seulement de réaliser des articles, etc. Enfin bon, voilà, je suis à mi-chemin entre les deux, quoi, on va dire. Voilà, j'ai aussi eu un poste de chargé de mission au département de l'Haute-Savoie qui m'a permis de faire un peu d'action culturelle, c'est-à-dire à la fois de mettre en valeur ce patrimoine immatériel qui avait été peu mis en valeur jusqu'à présent, de faire un peu un état des lieux des sources existantes, c'est-à-dire des enquêtes qui avaient été réalisées, faire de nouvelles enquêtes, et puis faire un travail de sauvegarde de ces archives, par notamment la numérisation. Le fonds principal que j'ai eu à traiter, c'est celui de Jean-Marc Jacquet, musicien au sein du groupe La Quinquerne, et aussi qui a passé 40 ans à collecter sur le terrain savoyard, et qui continue d'ailleurs, maintenant qu'il s'est acheté un zoom numérique. Et après quelques années de moindre activité pour raisons technologiques, nous dirons. Et donc numérisation de ce travail, mais aussi recherche, rencontre des autres collecteurs, etc. Réalisation d'expositions pour montrer au grand public là, un peu ce que c'était que ces musiques traditionnelles de Savoie et de l'arc alpin, parce que si la Savoie fait partie du domaine français dans le sens où, par exemple, le répertoire de chansons traditionnelles, c'est la chanson de tradition orale française, c'est les mêmes chansons qu'on va retrouver en Bretagne, en Normandie, au Québec. Vraiment, on est dans cet univers-là. Mais au niveau du style d'interprétation, par exemple, on regarde un peu plus de l'autre côté des Alpes, c'est-à-dire que la Savoie est une terre de polyvocalité. On pourrait dire polyphonie aussi, enfin peut-être que polyvocalité est plus exacte, c'est-à-dire dans une situation ancienne, on dirait jusqu'au milieu du XXe siècle, 2 chanteurs dans la plupart des coins de montagne en Savoie, 2 chanteurs qui se rencontrent, ils vont naturellement chanter à 2 voix. Ou alors au moins ils vont chanter à l'unisson, mais à la fin de certains vers, à la fin de certains couplets, il va y avoir un effet harmonique. C'est vraiment une vision verticale de la musique. À ce niveau-là, la polyphonie savoyarde, elle est très comparable à celle qu'on connaît peut-être un peu mieux en Béarn, par exemple. Il n'y a pas le répertoire occitan, bien sûr. Nous, en Savoie, déjà, on parle franco-provençal, et dans la chanson, généralement, on chante en français. Mais voilà, si vous entendez des collectes en Béarn de chansons françaises, vous entendez savoyard, ça se ressemble quand même. Voilà, donc les chanteurs chantent tous en même temps, chantent la même chose, hein, mais à différentes hauteurs. Hein. Il n'y a pas, comme dans d'autres conceptions de la polyvocalité ou polyphonie, je ne sais pas le terme que vous préférez, dans d'autres régions d'Europe, comme je pense à l'Albanie par exemple, ou en Sardaigne, où il y en a qui chantent les paroles, d'autres qui vont soit faire un bourdon, soit faire un accompagnement rythmique. Enfin bon, c'est pas du tout comme ça en Savoie, c'est chant vertical, voilà. Et donc voilà, ça c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens qui avaient oublié et qu'on a essayé de faire ressortir en rencontrant des gens qui avaient maîtrisé encore un peu cet art-là. On a aussi retrouvé beaucoup de choses intéressantes au niveau de la musique instrumentale, notamment la tradition des violoneux.
et plus anciennement celle des vielleux, qui étaient un peu le symbole de la Savoie au XVIIIe, XIXe siècle, les petits Savoyards qui allaient sur les routes, etc. On a plein de gravures, etc. Mais par contre, on n'a pas d'enregistrement, puisque la pratique de l'instrument s'est arrêtée en Savoie dès la fin du XIXe siècle. Voilà, donc c'est un peu cet univers-là sur lequel j'ai souhaité me pencher un peu plus. Et l'idée était aussi de rendre accessible via des publications le fruit de nos recherches. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette collection, dont il existe 5 volumes aujourd'hui. Alors je vais venir un peu plus précisément maintenant à ce que je voulais vous raconter sur faire le portrait d'un chanteur traditionnel, et puis en prenant l'exemple du monsieur qu'on a vu tout à l'heure, je n'ai pas dit son nom, il s'appelait Maurice Savrier, mais on le surnommait Philo, parce qu'en Savoie, les messieurs, nés jusque dans les années 30 ou 40, souvent, on ne les appelle pas par leur prénom de naissance, mais on les appelle par un surnom. Ça, c'est une spécificité locale qui est assez amusante. Alors, dans ces publications, on aurait pu mettre plein de choses, parce que quand on rencontre des gens sur le terrain, on leur demande, voilà, qu'est-ce que vous aimez chanter, voilà, quel est votre répertoire, voilà, à quelles occasions vous chantez. Ils vous chantent des choses très diverses. C'est normal, on est en début du XXIe siècle, donc même quelqu'un, on va dire dans les 80 ou 90 ans, qui a eu l'occasion d'entendre des chansons de tradition orale dans un cadre communautaire, qui les a appréciées à tel point qu'il a continué à les chanter jusqu'à nos jours, ce qui n'est pas évident partout. Il a entendu d'autres choses aussi. Et puis, voilà, dans sa jeunesse, il a entendu, je ne sais pas, Tino Rossi et Luis Mariano. Il a peut-être entendu sa petite fille chanter du Goldman, et son arrière-petite-fille regarder The Voice. Enfin bon, voilà, il a été exposé à tout ça. Et bien sûr, si j'étais entièrement, je ne sais pas, si j'avais une démarche entièrement sociologique, si je voulais faire une publication représentative de ce qu'on chante dans un village aujourd'hui, eh bien, ça ne donnerait pas ce qu'on a publié dans ce livre Croque à la nuit que vous voyez à l'écran. Voilà, il y aurait des choses bien plus diverses. Je serais voir peut-être le petit groupe de rap du coin, les petits groupes de reggae, etc. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, ce qu'on a un peu fait. Mais n'empêche que j'ai fait des choix dans mes publications, et j'ai voulu publier avant tout la chanson de tradition orale. Je ne sais pas si j'ai besoin de me lancer dans une définition. On est dans un petit comité qui a peut-être une idée quand même de ce qu'est ce matériau, mais il y a peut-être quelques étudiants musicaux qui connaissent moins ce matériau-là. Ok, je pensais que Péroline allait me dire quelque chose, mais en fait, elle prend juste des notes, tout va bien. Je croyais qu'elle me disait, t'es en retard, t'as déjà bouffé tout ton temps. Non, c'est pas encore tout à fait le cas. Voilà, on a fait le choix de s'intéresser à ce répertoire, transmis le plus souvent de manière orale, comment je vais pouvoir résumer ça? Je pourrais vous lire un truc de Coirot. Patrice Coirot, c'est un chercheur né fin du 19e et actif dans la première moitié du 20e siècle, qui a un peu compilé tous les travaux de recherche sur la chanson traditionnelle fin du 19e à la première moitié du 20e siècle, qui a aussi fait une très grosse collecte et qui en a tiré une œuvre très riche, notamment une réflexion sur la nature de ce répertoire. Et aussi fait une sorte de portrait de ceux qui aimaient le chanter et qui se le transmettaient. Petite citation, j'ai photocopié ça sur mon exemplaire de notre chanson folklorique ce matin. Alors, il parle d'abord de ces chansons, là je vais le résumer, de ces chansons qui ont sans doute une origine lettrée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, écrites par des gens qui écrivaient pour le peuple, par des chansonniers des rues, des chansons qui ont eu souvent aussi une existence écrite, qu'on a retrouvée sur ce qu'on appellerait des petits formats aujourd'hui, dans différents recueils, et qui progressivement se sont répandus dans le peuple des campagnes, principalement, une époque
époque, bien sûr, où la majorité de la population était rurale, et un peuple dont la plupart des représentants étaient analphabètes, donc se transmettaient de manière orale les chansons, d'où une réécriture collective, car transformation du répertoire, simplification extrême du style d'écriture, clichés poétiques, enfin tout ça pour donner une matière orale qui, d'après Coirot, a continué de se produire jusqu'au XVIIIe, voire début XIXe, mais qui ensuite, du fait de l'évolution de la société, on n'a pas eu de nouvelles chansons de ce type qui soient parues. Alors ce serait sûrement à modérer tout ça, hein, mais on n'a pas le temps, on pourra en parler dans le débat. Mais en tout cas, on a arrêté d'en produire, mais on a continué de les chanter, parce que le petit-fils entendait la chanson de sa grand-mère, les gens continuaient à apprécier cette chanson, qui souvent avait une fonction aussi. Hein. Ça, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais peut-être pour faire danser, mais peut-être aussi pour plein d'autres. On sélectionne une chanson pour une tradition particulière, elle s'implante à un endroit, enfin bref. Tout ça pour dire que cette chanson, et là je cite Coirot, les incultes intégraux et les illettrés qui peuplaient le pays, c'est pas du tout péjoratif de sa bouche, c'est la description du peuple des campagnes autrefois. Les incultes intégraux et les illettrés qui peuplaient le pays ont fait longuement leur joie de ces chansons, quasi extra-littéraires dans leur formule simpliste, fort approximatives sur le vocabulaire, la syntaxe et le goût. Elles se sont succédé sans arrêt au cours du demi-millénaire finissant de notre civilisation française. Mais où les prendre ? Une tradition orale populaire et au XXe siècle exclusivement paysanne. Il sous-entend que le peuple des villes a pu aimer ces chansons quelques décennies, quelques siècles plus tôt. Donc au XXe siècle exclusivement paysanne, qui en les véhiculant les a rebrassés, modifiés ou transformés, ne nous en a procuré qu'un faible lot. Du passé à qui nous avons affaire n'a rapporté que des restes épars, et leurs derniers mouvements sont dus à des dégradations ou à des retouches distinguées. Là, c'est peut-être un peu plus péjoratif. C'est ce résidu qu'à partir du XIXe siècle, on fouillait parmi nos bourgades et campagnes, au petit bonheur d'exploration et parfois d'exploitation individuelle, quelques amateurs passionnés pour le sujet, à l'ordinaire peu ou point musiciens, très rarement savants ou musicologues, les premiers collecteurs. Le contenu de leur collection, récolté uniquement grâce à la collaboration de l'oreille et de la plume ou du crayon, il n'y avait pas d'enregistreur au XIXe siècle, c'est là notre trésor folklorique poético-musical. Alors ces premiers collecteurs, on n'a pas le temps de faire une histoire de la collecte, mais ceux qui ont publié le fruit de leurs recherches au XIXe siècle, ils ont quand même choisi ce répertoire-là dans un répertoire paysan qui était déjà composite, parce que les gens ils avaient ce répertoire plus ancien et puis connaissaient déjà des chansons qui venaient un peu plus récentes, qui venaient par exemple des débuts du café-concert ou des feuilles volantes avec des chansons sur des thématiques religieuses, etc. Et ces collecteurs, ils ont quand même quasiment toujours sélectionné la chanson de tradition orale, pour des raisons qui seraient intéressantes à explorer, on pourra en reparler aussi. Et en disant souvent, nous avons rencontré les derniers dépositaires de ce répertoire, il faut le publier avant qu'il ne soit trop tard. Et les collecteurs qui sont arrivés, notamment à l'époque du mouvement folk, mais avant aussi, il y a eu toute une histoire de la collecte que je ne peux pas retracer ici, qui sont arrivés 100 ans plus tard, ils ont continué à recueillir ce répertoire. Alors ça ne veut pas dire que c'était aussi facile peut-être que 100 ans plus tôt, mais enfin on a continué à l'enregistrer, le mettre en valeur, et puis nous on arrive en ce début du XXIe siècle, passionnés par ce répertoire. Là on fait le choix aussi dans tout un répertoire composite de s'intéresser, enfin en tout cas de se concentrer sur celui-ci, pour des raisons esthétiques aussi, parce que du fait de la transmission orale, une chanson traditionnelle qu'on recueille auprès de quelqu'un, elle ne va pas forcément sonner comme celle du voisin, comme celle du copain. On a autant de versions que de chanteurs, et parfois, si on fait chanter 3 jours de suite une chanson à un chanteur, il va mettre beaucoup de variations dans son interprétation. Donc voilà, on est toujours surpris. Et tandis que si on demande à une personne de chanter une chanson qui a été enregistrée, qui a été propagée par la radio, etc., ou par le disque, il y aura toujours les mêmes paroles, toujours le même air. Ce ne sera pas un répertoire de la même nature, même si c'est la même personne qui va vous le chanter. Donc c'est assez normal de se concentrer sur celui-ci. Alors,
Et d'ailleurs, je peux citer aussi Yvon Guilcher. Hein, ça, c'est la fameuse image donnée par Yvon Guilcher que tout le monde ressort, mais qui est intéressante, hein, sur de l'intérieur paysan breton. Si vous allez, hein, vous êtes ethnologue et vous arrivez dans un intérieur paysan et que vous voyez un très beau meuble fait au XVIIIe siècle par un autodidacte et posé dessus une télé, parce qu'on est dans un intérieur breton de la fin du XXe siècle, à l'époque de la citation de Guilcher, vous allez peut-être plus vous intéresser aux meubles du XVIIIe qu'à la télé. Pourtant, ils font partie du même intérieur, ils ont une fonction dans l'intérieur tous les deux. Enfin, voilà. Et voilà. Donc, deux siècles de choix, toujours les mêmes par des collecteurs, ils ne sont peut-être pas faits par hasard. Après, on peut y revenir, hein, bien sûr. Alors, l'exemple des Cerblais, maintenant, parce qu'il serait temps, puisque on va dire encore 10 minutes, un quart d'heure, pour 10 minutes, voilà. Voilà, c'est un village qui est en Savoie, dans la vallée de la Basse-Tarentaise. Vous voyez un peu au milieu de la carte. Peu importe. La localisation, enfin, si, elle est intéressante, mais enfin, pas capitale dans ce qu'on va dire. Un village avec ses traditions particulières. Là, c'est le coinchon, le jeu qu'on fait seulement le dimanche de Pâques, hein, qu'une sorte de pétanque champêtre. J'ai pas le temps d'y revenir, mais juste pour dire que ce jeu existe toujours. Hein, j'y joue chaque année. Donc, un village qui est très attaché à certaines traditions et qui a été pendant longtemps un conservatoire de la chanson. Un village où les gens, bien sûr, comme dans beaucoup de régions de France, émigraient à Paris, mais restaient entre eux à Paris, ils chantaient les chansons du pays, revenus au pays, parce qu'on partait à Paris pour revenir un jour. Ils les conservaient, ils les chantaient dans différents moments de l'année. Là, c'est une veillée dans les années 1920. Bon, les gens prennent la pause. Hein, on a presque l'impression d'une reconstitution. Ce sont bien des habitants du village, à l'endroit où on sait que les gens se réunissaient pour veiller. Pierre-Oline, tu y es allé dans cette écurie, d'ailleurs, il y a quelques années, où tu as pris la fameuse photo. Dans l'après-guerre, années 60, 70, on a encore cet amour des vieilles chansons, et même si les plus jeunes générations s'en détachent un petit peu, les gens nés dans les années 20 et 30, ils les aiment toujours autant. Dans les banquets, on chante tous ensemble, et dans un style qui, bizarrement, n'est pas un style polyphonique, c'est-à-dire que la polyvocalité, je ne l'ai pas trop rencontrée à Esserblay. Un peu, mais très largement. Le concept, c'est un ou deux chanteurs qui sont des meneurs, qui se lèvent et qui entraînent les autres. Donc on est dans un contexte de chant de table. Voilà, là c'est une chanson en alpage dans les années 80. Voilà, elle a encore une place, même si elle est de moins en moins importante. Il y a un instituteur, Paul Varsin, qui se rend compte qui est originaire du village, qui arrive à la retraite, qui se rend compte que ce répertoire il est intéressant à préserver. Donc il va recueillir les cahiers de chansons qui sont un très bon vecteur de transmission, de conservation du répertoire. Et les cahiers des parents, des tontons, etc. Il va aussi creuser sa propre mémoire. Là, c'est un cahier de chansons de militaires des années 20, un militaire originaire du village. Il va sortir un livre à compte d'auteur, où il va compiler ses chansons. Donc le voilà à gauche, Paul Varsin, là c'est le verso du livre, avec l'aide de son copain Philo, qui est le monsieur dont on a parlé tout à l'heure. Livre à compte d'auteur sur lequel je tombe par hasard à Grenoble un jour dans une librairie. Et là, c'est là que ma vie change. Et la vie du village change sans doute pas, mais arrive une autre façon de regarder ce répertoire, puisque j'appelle Paul Varsin et je lui dis, voilà, j'ai vu votre livre, c'est passionnant, il y a plein de chansons traditionnelles, ça m'intéresse, est-ce que je peux vous rencontrer? Oui, vous êtes le bienvenu. Rendez-vous au village. Et voilà, là c'est la première séance de collecte, entre guillemets, en 2004. Quel est notre objectif quand on se rencontre? Alors moi, déjà, c'est la curiosité, l'enthousiasme, bien sûr, parce que pour moi, c'était aussi une mine, voyant toutes les chansons qui étaient recensées dans le bouquin, dont certaines, j'avais jamais entendues en Savoie. J'avais vraiment envie de les entendre interpréter. Et là, il y a eu une vraie rencontre, dans le sens où Paul Varsin, c'est le monsieur qu'on voit juste à droite, on voit juste son bout du nez et ses lunettes. Lui, il avait un grand regret, c'est que les chansons n'aient jamais été enregistrées dans un contexte, on est au début des années 2000, en 2004, où il n'y a plus de salle des fêtes, donc les vieux se retrouvent plus ensemble pour chanter, et ils n'ont plus d'occasion
de pratiquer ce répertoire que à peu près tous les gens de cette génération-là, ils sont encore dans la force de l'âge, ils n'ont que 80 ans passés, ces messieurs à l'époque, eh bien, qu'ils aimeraient encore pouvoir chanter. Donc il se dit, voilà, c'est en train de se casser la gueule, moi je veux qu'on puisse être enregistré, ça tombait bien, je fais le matériel. Et donc on a commencé à se retrouver régulièrement, et vraiment au départ dans une optique de publication un jour. Et c'est ce qu'on a fait, même si on a mis quelques années pour y arriver. Alors, on va dire pas les écueils, mais en tout cas les questions auxquelles on doit faire face quand on se lance dans un travail comme ça, c'est que la tradition qu'on veut décrire, l'univers des gens de 40-50 personnes dans les banquets qui chantent ensemble, les gens à la veillée qui se lèvent chacun à leur tour pour interpréter une chanson qui entraîne les autres dans leur sillage, cet univers, il est en voie de disparition. Donc on est pour l'enregistrement dans une optique de reconstitution, bien sûr. Reconstitution pas entièrement artificielle non plus, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de chanter ensemble, en famille, entre amis, qui aiment le faire, mais simplement on sait qu'ils sont réunis spécialement pour ça, et c'est un accord entre nous dès le départ. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les collectes que j'ai pu faire par ailleurs, dont je n'ai pas le temps de parler, aujourd'hui. Alors, voilà, 5 minutes, 5 minutes, on va entendre Philo. Dans les 5 minutes, je vous ai amené une vidéo. Je n'ai pas essayé, donc j'espère que ça va marcher tout de suite. Avec VLC Media Player, peut-être, ce serait... voilà, donc à gauche on a Paul, là c'est mon bras droit, à l'époque jeune et plein de force puisqu'on est en 2007 avec Minidisc. Voilà, on est vraiment dans une optique, on passe un bon moment, on chante pour le plaisir, mais aussi on enregistre et on sait qu'on en fera peut-être quelque chose. Paul a son livre à la main et il est en train d'essayer de se souvenir quelle chanson il aimerait bien entendre. Il cite un titre et Philo qui est à droite va tout de suite tilter et va chanter spontanément cette chanson. L'autre, quand je peux voir l'image, ça veut dire qu'elle est bonne, croyez-moi. Alors celle-là, j'ai mis cette chanson me plaît, elle n'a point d'air et les paroles sont d'une banalité terrible. Page 54. Nous étions 3 garçons de basse tarentaise et il m'a dit que c'était une chanson que la Célestine Veula chantait. Nos filles, nous sommes engagés dans la vie de jeunes, tous trois nous sommes allés. Étant arrivé sur la place d'Armand, mon commandant de garde vient pour m'accommander. Enfant, prenez courage, la garde il faut monter. La garde il faut monter près d'une citadelle, grillant tout le quart d'heure en criant qui est là. C'est la garde nationale, ne la connais-tu pas? Ne t'ai-je pas toujours dit, oh mon cher camarade, que l'habit de soldat est dur incomparable. En parcourant ses peines et ses vallons, en couchant sur la dure dans un beau lit de camp. Je ne sais plus. Pourquoi la garde nationale? Comment? Donc c'est de quelle époque? Bon, voilà. C'est l'occasion de voir un très grand chanteur. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais enfin, bon, c'était un très grand chanteur. Là, on n'est pas dans un cadre de Cobla, c'est-à-dire qu'il est quasiment seul à chanter, les autres l'accompagnent un peu, mais enfin. Et donc, ça a été un des écueils, entre guillemets. On a un très grand chanteur qui est héritier
du répertoire de ses parents, de ses voisins, des gens qu'il a entendus dans les années 20 et 30, parce qu'il se passionnait pour ça. Il disait toujours, voilà, moi à l'école, j'apprenais rien, il savait quasiment pas lire et écrire. Et il met des chansons, j'en ai des centaines dans la tête. Donc voilà, son mode d'expression artistique, la passion de sa vie, à côté des ruches, à côté de la vigne, à côté de la vie en montagne, etc. C'était la chanson. Et chanter dans un style inspiré des anciens, et les plus jeunes chanteurs continuaient à connaître les chansons, mais les chantaient de manière déjà un peu différente. La plupart des chanteurs que j'ai enregistrés en dehors de Philo, j'en ai enregistré on va dire une quinzaine dans le village, différents, soit ensemble, soit individuellement, avaient beaucoup par exemple chanté dans les chorales. Alors ils avaient le souvenir du répertoire traditionnel, ils l'aimaient, et parfois ils le chantaient très bien. Enfin, l'univers de Philo était un peu différent. Un des autres chanteurs, Gérard Varsin, dit « Oh, Philo, c'est l'Afrique ». C'est pas du tout péjoratif non plus, ça veut dire c'est un univers musical qui était différent. Donc il a fallu, dans la publication, montrer l'importance du chant collectif, donc publier d'autres gens, montrer voilà, cet univers de la Cobla, mais laisser aussi une grande place à ce chanteur exceptionnel, mais sans qu'il écrase les autres, entre guillemets, ce qui d'ailleurs ne se ressent pas trop dans la publication. J'espère qu'on a réussi à faire cet équilibre. J'aurais plein de choses à vous dire, mais voilà, je suis trop bavard, donc je vais peut-être... il serait intéressant d'étudier, d'analyser le répertoire de Le Philo, on ne le fera pas là, mais juste pour vous donner une idée, c'est quelqu'un qui avait aussi un cahier de chansons, même s'il s'en servait peu, parce qu'il se souvenait des chansons, mais quand même, des fois, il y avait besoin d'un petit soutien. Et toutes les chansons, de ce qu'il considérait être son répertoire, il les avait faites taper à la machine par sa fille, Marilyn. Merci. Donc, on le voit là, avec son cahier de chansons. Là, ce jour-là, il en avait besoin. Voilà, là, bon, je l'ai évidemment photographié en entier, le cahier de chansons. Et pour vous donner une idée du répertoire, de ce que lui considérait... ses chansons favorites, qu'il avait mis plusieurs années à faire taper à sa fille, etc. Même si je l'ai enregistré sur d'autres chansons qui n'y figurent pas. Il y a 57 chansons qu'on peut considérer comme chansons de tradition orale, répertoriées par Coirot, etc. Et 53 chansons de sa jeunesse, et même plus anciennes, parfois des chansons d'auteurs fin 19e comme les Blés d'Or par exemple, mais aussi beaucoup de chansons entre les années 20 et 50. Et donc c'est quelqu'un qui à la fois est un chanteur tradition, je pense, qui avait tendance à aller vers ce répertoire, mais il chantait plein d'autres choses. Et alors, par exemple, quand on l'a filmé, je terminerai là-dessus, avec 8 Mont-Blanc, qui a été le local savoyarde, peu après la sortie du livre. C'est à droite, il y a Jean-Paul Crespi qui avait fait un documentaire sur la musique alpine. Il l'a filmé chantant 5-6 chansons, et puis il a chanté le Credo de l'humanité, donc une chanson, on peut dire une chanson d'auteur, et c'est tout en chantant d'autres chansons traditionnelles. Et c'est celle-là que Jean-Paul Crespi a mise dans son documentaire, sans me demander mon avis, et pour lui, il n'a pas vu la différence, et c'est l'interprète qui lui a plu plutôt que le répertoire. Pour nous autres chercheurs qui nous passionnons pour ce répertoire traditionnel, peut-être qu'on aurait fait un autre choix. Et voilà, j'aurais pu dire des milliers de choses, mais je suis curieux d'entendre Péroline. Voilà, merci pour les photos que tu avais faites, Péroline, en 2008, quand tu nous avais rejoint pour une séance d'enregistrement, parce qu'on a un bon appareil ce jour-là, et donc je les utilise beaucoup, dont la photo qu'on avait au début de Philo un peu. Ah, voilà, celle-là, par exemple. J'aime beaucoup aussi comme ça. Puis, je ne vous étonnerai pas en disant que je le considère un peu comme mon maître, c'est-à-dire que j'en ai rencontré des centaines d'autres, des gens, soit pour enregistrer leurs chansons, soit pour parler plein d'autres choses. C'est, on va dire, au cours des 15 dernières années, et 7 dernières années à fond, puisque c'est mon activité professionnelle maintenant. Voilà, c'était quelqu'un de particulier. Voici les parents de Philo, donc de qui il tient beaucoup. Et je finis avec la photo d'un chanteur de tradition du XXIe siècle sur ses skis. Merci et désolé pour les petits problèmes techniques.